bonjour ou bonsoir. Bonsoir, ça va être dur à cette heure-là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur pour le deuxième épisode de Dans la Lucarne, votre rendez-vous des midi et demi en direct sur les plateformes de Hello TV, Twitch, Kick et YouTube. Si vous voulez donc y participer en direct avec nous, ce sera tous les vendredis à midi et demi, enfin les vendredis précédents des week-ends de championnat, hein, parce que des week-ends de compétition continentale, le programme est plutôt allégé en général. Donc, l'occasion, si vous pouvez, entre midi et deux, comme ceux qui sont présents déjà dans le chat, salut à Isanoé, à Nostromo et à Alrami, et de faire par exemple comme Nostromo, qui en profite pour passer pendant la petite pause déjeuner. Voilà, c'est l'idée. Tous les vendredis, donc midi et demi, sur les différentes plateformes de Hello TV. L'idée, elle est très simple, le concept, il est très simple. On va se poser la question, enfin, il va être question justement de répondre à celle-ci. Qu'est-ce qu'on regarde ce week-end sur la planète Hello? Alors, on va sélectionner trois matchs, parce que sinon on pourrait y passer effectivement toute l'après-midi. Donc 3 matchs font l'objet de l'émission, ça dure un peu moins d'une heure, généralement, j'espère, on verra. Normalement c'est l'idée, hein. Et on va se focaliser sur ces 3 matchs où je vais essayer de vous expliquer les tenants et aboutissants de ces matchs-là, mais aussi de planter un petit peu les décors historiques et tout. Vous le savez, on aime bien faire un petit peu de culture foot sur lucarne opposée. Et quand c'est possible, je vous donnerai des moyens légaux pour regarder ces matchs-là. C'est pas toujours possible. Souvent, il faudra passer par du streaming parce que ce n'est pas diffusé en France. Mais parfois, il y a des solutions. Voilà. 3 matchs au menu, donc, dans ce deuxième épisode. Salut à Red le Rouge qui vient d'arriver dans le chat. 3 matchs au menu dans cet épisode. On va y aller par ordre chronologique parce que c'est quand même le plus simple et c'est peut-être la meilleure idée si vous voulez organiser votre week-end. Et si vous êtes bien installé, vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps que cela. Et on va démarrer tout de suite avec le premier match. Ça fait bizarre, hein, un peu bizarre. On va aller en Australie. Vous êtes peut-être pas forcément tous habitués. Je vois aussi dans le chat qu'Alrami nous parle de la Sudamericana qui ménage un peu de suspense. Effectivement, merci aux Argentins. Peut-être qu'ils vont déplacer la finale de la Libertadores du Monumental pour finalement en faire la finale de Sudamericana. Bref, voilà. Parenthèse fermée. Premier match, on va aller en Australie et vous l'avez vu. On va s'intéresser à un match qui va opposer deux équipes de Melbourne. On est à une semaine après l'ouverture de la saison, donc je ne vais pas forcément planter beaucoup de décors en termes de classement et en termes d'enjeux sportifs, puisque c'est la deuxième journée de la A-League 2024-2025. Elle vient de démarrer. La semaine dernière, elle avait démarré par le derby de Sydney, entre le Sydney FC et les Wanderers. Entre Douglas Costa et Juan Mata, oui, bien sûr, rien que ça, en Australie. Cette semaine, on va donc s'intéresser au derby de Melbourne, qui va opposer Melbourne City. Vous reconnaissez forcément ce remarquable et magnifique logo au Melbourne Victory. Si vous êtes supporter des Girondins, vous allez kiffer le Melbourne Victory. Alors, je le disais, pas forcément un gros enjeu à poser en termes d'enjeux sportifs pur et dur, hein, parce que deuxième journée, on joue pas grand-chose, mais c'est un derby. Donc c'est toujours un match particulier. Et donc on va en profiter pour faire un petit peu d'histoire, pour parler un petit peu de l'histoire de ces deux clubs-là, parce que vous allez le voir, elle est quelque peu liée. Alors vous le savez ou pas, d'ailleurs, c'est un peu l'idée aussi de cette émission. La A-League est arrivée il y a 20 ans, hein, elle est arrivée en 2004. C'est solide dans la ligue d'avoir Mata et Costa. Oui, exactement. Bon, petite parenthèse, hein, puisque tu postes ce message B9411, on s'attendait pas à ce que Mata arrive. Bon, Douglas Costa non plus, mais en fait, Juan Mata, on savait même pas qu'il jouait encore au foot après son passage au Japon. Mais bref, ils ont démarré la semaine dernière. D'ailleurs, pour finir la parenthèse, Juan Mata est entré dans la minute qui suivait le Sydney FC marquer le but de la victoire. Bref. On va se concentrer donc sur Melbourne City, Melbourne Victory. Vous le savez donc ou pas, la A-League est arrivée en 2004. Elle fête son 20e anniversaire cette année. Et à l'époque, au moment de la construction de ce championnat, l'idée par la fédération est de prendre un modèle. Le modèle, il est très clairement annoncé, c'est la MLS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ligue fermée, avec des franchises, et surtout, pour implanter ces franchises, la première idée, c'est d'aller chercher des marchés, d'aller conquérir du public, d'aller conquérir des marchés, tout simplement. Alors l'idée, elle va être donc d'installer une seule franchise par grande ville, pour favoriser son éclosion, son expansion, et surtout lui laisser le temps de s'installer, de conquérir les masses. Ça, c'est l'idée au tout départ. J'en profite pour saluer GimGim34, habitude d'écouter un podcast. Eh ouais, il y a un rendez-vous maintenant le vendredi à midi et demi. C'est vrai que sinon, on est plutôt à 2h du matin. Enfin, beaucoup plus tard, on va dire. Bref,
Je reviens sur Melbourne City, en tout cas plaisir hein, de te voir dans le chat. Donc ainsi, au moment d'ouvrir la A-League, la fédération va faire une sorte d'appel d'offres et ouvrir la candidature pour de nouvelles franchises. Du côté de Melbourne, qui est quand même l'une des principales villes du pays, hein, il y a Sydney, il y a Melbourne, je rappelle qu'aucune des deux n'est la capitale, je vous laisserai chercher si vous ne savez pas, c'est un piège classique, hein, la capitale de l'Australie. Bref, au moment d'ouvrir les candidatures, 3 arrivent de Melbourne et elle ne va donc forcément parmi ces 3 en retenir qu'une, le Melbourne Victory qui va donc se voir offrir à ce moment-là une exclusivité d'exercice de 5 ans. C'est ce que je disais tout à l'heure, lui laisser le temps de pouvoir conquérir des marchés, de pouvoir gagner du public et donc pendant 5 ans, il n'y aura pas le droit d'ouvrir d'autres franchises dans la ville. Le club s'installe donc, choisit ces fameuses couleurs marine et blanche, qui n'ont rien à voir hein, pour le coup avec les Girondins, parce que c'est la couleur de l'État du Victoria, donc marine et blanc, c'est la couleur. Et justement, pour jouer sur cet ancrage local, on utilise plusieurs leviers, et des leviers qui viennent de ce que l'on appelle l'Aussie Rule, le football australien. Si vous en avez jamais vu, je vous conseille d'aller faire quelques tours sur YouTube, vous allez voir, c'est assez spécial, c'est assez sympa. Mais bref, il joue donc sur toute l'imagerie de l'État de Victoria et des clubs de foot de l'État, des clubs de foot australiens, de l'Aussie Rule, de l'État de Victoria. Donc le marine et blanc pour les couleurs, le nom Victory, qui est pas très loin de Victoria, vous voyez le jeu de mots, ce que l'on appellerait nous le scapulaire, qui eux ils appellent ça un chevron, qui est spécifique, hein, que l'on croise sur les clubs d'Aussie Rule de la région. Alors, petite parenthèse aussi, le premier propriétaire du Melbourne Victory était aussi un petit peu supporter des Girondins. Je me souviens à l'époque avoir posé des questions à ce sujet-là, et effectivement, il était un petit peu aussi supporter des Girondins. Mais donc, vous voyez que l'idée, elle va être d'attirer derrière ce club-là, et pour cela, on cherche des éléments identitaires, on cherche des éléments que l'on emprunte à l'Aussie Rule, à l'AFL, c'est le nom de la ligue. Mais dès 2007, il y a quand même l'envie d'avoir un deuxième club à Melbourne, c'est une grande ville, et l'envie fait son chemin. Le premier à envisager justement d'arriver dans le coin ou de proposer une franchise pour la A-League, c'est un club qui existe déjà depuis des années, c'est South Melbourne. Alors South Melbourne, c'est un club historique, c'est le club de la communauté grecque, parce que si vous le savez ou pas, mais dans ces cas-là, je vous invite, je mettrai le lien dans la description à aller lire un article sur le football ethnique en Australie. Beaucoup de clubs se sont créés autour des communautés, les Grecs, les Croates, les Serbes, etc., les Italiens, etc., etc. Donc South Melbourne, c'est le club des Grecs. C'est un club historique qui a vu par exemple passer ces deux hommes-là. Si vous voyez les images, d'un côté Ferenc Puskás qui a été entraîneur, de l'autre côté l'homme à la moustache, ce n'est autre que Ange Postecoglou. Oui, l'actuel entraîneur de Tottenham, c'est bien lui qui a été un des joueurs et un des entraîneurs de South Melbourne. Il a ensuite entraîné des clubs de A-League et la sélection, etc., etc. Donc le premier à envisager à venir se joindre à la A-League, c'est South Melbourne. Et ce projet-là s'appelle à l'époque Southern Cross. Bref, gardez ça en tête. Un deuxième projet arrive en 2008 et il s'appelle Melbourne City. Rien à voir avec l'actuel Melbourne City et vous allez voir que ça a des conséquences. Voilà, vous allez voir que ça a quelques conséquences. Donc ça commence à germer, il y a 2 projets qui sont en train de naître, et la Ligue annonce au bout de 4-5 ans qu'elle veut passer à 12 équipes. À la fondation, la A-League, il n'était que 8. Donc on veut passer à 12, et donc forcément, on va aller chercher des nouvelles franchises du côté des grandes villes. Et donc du côté de Melbourne, et c'est là qu'un 3e projet arrive. Il n'a rien à voir avec South Melbourne et avec le projet Melbourne City. Et ce projet Melbourne City, justement, il tombe à l'eau. Et il n'en reste plus que 2. Et en septembre 2008, parmi ces 2, parmi South Melbourne et l'autre projet, c'est l'autre projet qui est retenu. Cet autre projet s'appelle Melbourne Heart. Magnifique logo, voilà, bien designé et tout, le cœur avec le M et le H, donc Melbourne Heart, qui gagne. Alors, sachez qu'à l'époque, quand ils ont cherché le nom, quand ils ont cherché à créer le club, avant de chercher Melbourne Heart, il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu le Sporting Melbourne, il y a eu les Melbournians, et il y a eu le Melbourne Revolution. Mais non, on a choisi Melbourne Heart, et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, ce club-là arrive en 2010-2011, et pendant ce temps-là, Melbourne Victory, lui, s'est bien installé dans le paysage.
et c'est tellement bien installé qu'il a aussi un petit peu tout raflé au pays, notamment sous la direction d'Ernie Merrick et avec Kevin Muscat comme capitaine, ça doit vous parler, et un buteur nommé Archie Thompson. Le club a gagné la A-League, a déjà gagné la A-League. Melbourne Victory gagne les premiers titres. Archie Thompson est son buteur. C'est l'homme qui avait mis les 13 buts lors du fameux 31-0 de l'Australie en compétition continentale. Et en finale, en 2007, le Melbourne Victory décroche le titre en finale face à Adélaïde, s'impose 6-0 avec 5 buts d'Archie Thompson. Le club récidive en 2009 et finaliste en 2010. Et donc, vous voyez, c'est dans cette ombre-là que Melbourne Hearts arrive et s'installe dans la A-League. Alors, Melbourne Hearts, il y a quand même quelques joueurs connus qui y sont passés, notamment cet homme-là que vous voyez en image, un certain Harry Kewell. C'est ici qu'il a terminé sa carrière. D'ailleurs, petite anecdote, sachez qu'Harry Kewell a aussi joué du côté du Melbourne Victory, donc il a joué dans les deux clubs. Et d'ailleurs, le Melbourne Hearts remporte son premier derby, et donc galère quand même sur les premières saisons. Il gagne pas mal de derbies, mais en championnat, il galère, et c'est donc compliqué aussi de se faire une place, surtout qu'à côté, c'est le géant de la ville. Voilà, c'est une équipe qui rafle absolument tout. Et il y a un tournant, donc ce tournant, vous voyez au passage, je disais que le logo était chouette, le maillot était très chouette aussi. Il y a un tournant, ce tournant c'est 2013-2014, c'est la dernière saison d'Harry Kewell d'ailleurs. C'est cette année-là où tout change, parce que fin janvier de l'année, le City Football Group prend les commandes sur le club. Il rachète le club pour 12 millions de dollars et décide donc de nommer le club Melbourne City. Alors il y a pas mal de réactions à cette époque-là, notamment auprès de certains supporters. Vous vous rappelez qu'à la création, qu'à l'ouverture aux appels d'offres pour une nouvelle expansion, une nouvelle franchise dans la ville, il y avait un projet Melbourne City qui n'avait rien à voir avec Melbourne Hearts. Et Melbourne Hearts, les couleurs rouge et blanche avaient été choisies, enfin tout était choisi, et donc les supporters à ce moment-là avaient très très peur, ne voulaient pas que le club devienne bleu ciel, enfin voilà, vous voyez ce que c'est, le City Group c'est toujours bleu ciel et blanc. Ça posait un autre problème. L'autre problème, c'est qu'il y a déjà une équipe qui joue en bleu ciel, c'est le Sydney FC, qui est un autre grand club du pays, et qui est surtout représentant de la ville de Sydney, donc rival absolu de la ville de Melbourne. Les deux villes se détestent cordialement, et donc Sydney FC avait aussi essayé de faire pression auprès de la Ligue pour leur dire non, pas de bleu ciel, ben voilà, gagné, Melbourne City change les couleurs du Melbourne Hearts. C'est pour ça quand même qu'ils ont gardé des souvenirs. Vous verrez par exemple le deuxième maillot de Melbourne City. Peut-être qu'on le verra ce week-end, pas sûr. Le deuxième maillot de Melbourne City est souvent rouge et blanc. Voilà, c'est une sorte d'hommage au Melbourne Hearts. Bref, le City Group pose sa main là-dessus. On commence à avoir aussi quelques transferts au sein du groupe. Souvenez-vous de l'affaire David Villa qui est prêté le temps que la franchise de New York City commence à jouer, qui est censé faire 10 matchs mais qui en fait que 4, qui n'en gagne aucun. Mais bon, bref, soi-disant qu'il a laissé une empreinte incroyable au sein du club. Mais ça avance quand même très très vite. Le club devient une machine à marquer, tout simplement, très souvent dans les meilleures attaques du championnat. Et donc finit par décrocher le titre. On est en 2016. Il décroche une place en finale, pardon, en 2016, et c'est à peu près là qu'il va commencer à acquérir une sorte de surnom, je sais pas si on peut dire Beautiful Loser, mais en tout cas de loser, parce que le club va perdre une bonne palanquée de finale. Alors City joue bien, City gagne très souvent la phase régulière très souvent, mais se rate en finale. Ils perdent la finale de Coupe d'Australie en 2019, ils perdent la finale de A-League en 2020, en 2022, en 2023, et en fait, ils n'en gagnent qu'une, c'est celle de 2021. C'est la seule, c'est la dernière. Enfin, ils font le back-to-back. Enfin, non, ils font pas le back-to-back. Ils gagnent 2021 et ils ont perdu, par exemple, l'année dernière. Pas l'année dernière, l'année d'avant, ils ont perdu contre le Central Coast Mariners. Ils ont pris 6-1 en finale, pour vous dire, alors que ils étaient les grands favoris de cette finale-là. Bref, ce qui est intéressant, c'est que durant cette période, c'est toujours un peu la même histoire. Il y a rarement la place pour les deux clubs en même temps, les deux clubs de la ville. Pendant ce temps-là, c'est un peu plus compliqué pour le Victory. D'ailleurs, quand le Melbourne City est champion en 2021. Melbourne Victory, lui, est dernier de la phase régulière. C'est la seule fois où c'est arrivé, mais ça vous dit à quel point ils sont tombés. Comme si les deux pouvaient ne pas briller en même temps. D'ailleurs, je le disais,
il y a 2 ans, Melbourne City était en finale et perdait contre le Central Coast Mariners. L'année dernière, c'était Melbourne Victory qui était en finale, qui perdait aussi contre Central Coast, qui en prenait pas 6 pour le coup. Mais pendant ce temps-là, Melbourne City n'avait pas vraiment brillé, arraché sa place en play-off un peu à l'arrache et s'était fait éliminer d'entrée de play-off. Voilà en gros un petit peu pour le contexte historique de ce Melbourne City face à Melbourne Victory, le derby de Melbourne, débat parallèle mais le logo de City est très beau nous dit Al-Rami. Oui, bon, on le voit un peu trop quand même hein, ce logo. On le voit presque partout. Du point de vue des statistiques, donc 47e derby, je vais vous donner la date et l'horaire, je ne l'ai pas donné d'ailleurs, c'est demain à 10h35 du matin, je vais vous dire dans un instant comment faire pour le regarder, et pour vous montrer à quel point c'est serré, sachez que Melbourne Victory mène 16 victoires à 15, et il y a eu 14 matchs nuls, donc c'est très très serré. Alors, il y a eu quelques grosses histoires, il y a eu surtout, je parlais de 2021 qui a été cataclysmique pour Melbourne Victory. Cette année-là, ils se sont joués 3 fois en championnat. Melbourne City a gagné 2 matchs sur ces 3, 6-0 et 7-0. Les supporters du Victory s'en rappellent encore. Mais depuis, Melbourne Victory est invaincu depuis 5 matchs. Alors, on a eu des anciens de chaque côté, des anciens qui vont jouer contre leur ancien club. Du côté de City, on va retrouver Andrew Nabout et Aziz Beich qui ont été au Victory. Mais surtout, on va retrouver 2 Français sur le terrain. Samuel Souprayen côté Melbourne City et Zinedine Machache qui brille d'ailleurs avec le Victory, donc côté Melbourne Victory. Donc, je le disais, ce match, c'est demain, samedi, à 10h35 du matin. Je sais, ça fait un peu tôt, mais c'est facile à suivre. C'est très facile parce que ça sera même légal. Pour suivre le match, il faut aller sur la chaîne YouTube de la A-League. Je vous mettrai le lien dans la description qui diffuse absolument tous les matchs de manière gratuite sur cette chaîne-là, sur YouTube. Il y a un instant, avant que l'émission démarre, sachez par exemple que le MacArthur de Valère Germain s'est incliné chez lui face aux Jets. Bref, si vous voulez le voir, donc demain, 10h35 sur YouTube, à moins d'une surprise où ils l'enlèvent, mais je vous dis, à l'instant, MacArthur contre Newcastle Jets, c'était sur leur chaîne. Donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est donc gratuit, c'est 100% légal. Exactement, c'est comme le championnat japonais. La différence avec le championnat japonais pour les diffusions sur YouTube, c'est que c'était le cas sur la première journée en tout cas, et généralement c'est le cas, tous les matchs sont disponibles sur leur plateforme YouTube, alors que japonais, il y en a 2, 3 par week-end, hein, pas plus. Mais là, vraiment, tous les matchs de A-League, donc si vous voulez vraiment vous plonger dans le football, je ne vais pas dire le football australien parce que c'est l'Aussie Rule, mais le football en Australie, la A-League, c'est facile, c'est gratuit, et c'est légal. Et c'est donc notre premier match du week-end. On va passer tout de suite, sans aucune transition, et vous allez voir qu'on va voyager, là, pour le coup. On va passer tout de suite au deuxième match. Et pour le deuxième match, je disais, on va voyager, oui, on va aller en Colombie, on va changer de derby, on va aussi avoir un plus gros poids historique, hein, forcément, parce que la A-League étant récente, on va pas être dans la même idée du côté de la Colombie. On va aller du côté de ce Classico Bogotano ou Classico Capitalino, parce que c'est la capitale. Je vois que ça en réveille quelques-uns aussi dans le chat. Independiente Santa Fe va affronter Millonarios. Ça sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin. Et je le disais tout à l'heure, on était au 47e derby entre les deux clubs de Melbourne. Là, épisode 337. Voilà, on est forcément dans une autre dimension. Alors forcément, on va aussi faire un petit peu d'histoire. Mais là, pour le coup, on va faire aussi un petit point sur le championnat, histoire de planter un petit peu le décor, que vous voyez ce qu'il va falloir aussi regarder et les enjeux qui sont autour de ce match. Alors je vais vous expliquer d'abord, si vous ne le savez pas un petit peu comment fonctionne le championnat colombien, parce que c'est pas forcément très, comment dirais-je, très intuitif, voilà, ou très habituel. Bref, il y a une chose habituelle, c'est qu'il y a 2 tournois par saison, l'équivalent des ouverture et clôture, que vous connaissez dans beaucoup de pays latino-américains. Le championnat est composé de 20 équipes qui vont donc s'affronter toutes une fois, 19 journées. À l'issue de ces journées, les 8 premiers entrent dans ce que l'on appelle des quadrangulares. Généralement, ça fonctionne comme ça. Alors, c'est pas véritablement des playoffs. On pourrait se dire, tiens, c'est comme au Mexique ou comme en MLS, c'est des playoffs. Eh bien, pas du tout, puisque les quadrangulaires, les équipes sont... non, je parlerai pas de Boca Riestra dimanche, Boca Palmeiras.
Les quadrangulaires, les 8 équipes qui s'y sont qualifiées sont réparties en 2 groupes de 4, jouent une phase de groupe avec match aller-retour, donc 6 matchs, et à l'issue de ces matchs-là, les vainqueurs de chaque groupe s'affrontent en finale aller-retour. Voilà. Là, on est dans ce que l'on... C'est comme ça que ça fonctionne. Vous imaginez aussi le nombre de matchs que ça génère par saison. Voilà, parce que rien qu'en championnat, vous vous retrouvez avec, chaque tournoi, il y a 2 tournois par saison, avec une 60aine de matchs, si vous êtes champion. Voilà, en gros, concrètement. Je ne compte pas la Coupe colombienne, je ne compte pas la Libertadores ou la Sudamericana pour les meilleures équipes, et vous commencez à comprendre combien de matchs les Colombiens jouent par saison. Souvenez-vous, c'est ce que l'on avait parlé, ce dont on avait parlé lorsqu'on avait évoqué notamment la surcharge des calendriers, quand l'Atlético Nacional vient jouer contre Kashima en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs 2016. D'ailleurs, au moment où ils sont dans l'avion, ils jouent la finale retour ou la demi-finale retour du championnat. Donc ça veut dire que c'est pas les joueurs qui les jouent, mais l'équipe réserve. Et c'est leur 83e match de la saison. On est en 2015 à l'époque. C'est toujours le même problème. Parenthèse fermée, le point sur le championnat. Je vais vous montrer un point sur le classement. Vous allez voir que les 2 équipes vont très bien. Independiente Santa Fe est actuellement 2e. Sachez que on est dans le torneo finalisation, donc l'équivalent d'un clausura, le 2e tournoi de la saison. L'Apertura a été gagné par l'Atlético Bucaramanga, d'ailleurs au tir au but en finale face à Independiente Santa Fe. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que la place de Bucaramanga, elle s'était jouée de manière assez folle. Dans les fameux quadrangulaires, les 4 équipes du groupe de Bucaramanga avaient 8 points et ils s'étaient qualifiés en s'imposant lors de la dernière journée face au Deportivo Pereira, qui lui, à l'époque, n'avait besoin que d'1 point pour aller en finale. Bref, voilà. Donc les 4 équipes avaient 8 points et dans ce groupe-là, il y avait Millonarios. Vous le voyez donc sur ce tournoi-là. 14 journées ont été disputées. Independiente Santa Fe est actuellement 2e, meilleure défense, 3e meilleure attaque du championnat. Et Millonarios, lui, quand même, doit s'accrocher à sa 6e place. Vous voyez qu'elle est menacée, puisque Millonarios n'a par exemple que 3 points d'avance sur le premier non qualifié pour les quadrangulares. Bah tiens, c'est marrant, c'est l'Atlético Bucaramanga. Voilà. Alors, pourquoi ce classico? Pourquoi? Parce qu'en plus d'opposer les 2 clubs de la capitale, il oppose évidemment, mais alors évidemment, 2 immenses clubs du pays. Tout simplement, Independiente Santa Fe et Millonarios. Le León, surnom le Lion, le surnom de Santa Fe a été fondé en 1941, assez tardivement si on compare à certains autres, mais vous allez voir que les choses sont assez tardives de manière générale en Colombie, notamment au niveau de la professionnalisation. Le club est créé donc en 1941, il se base sur des étudiants du Gimnasio Moderno. En fait, ils jouent un match amical pour les 25 ans de l'institution. D'ailleurs, ils jouent en bleu et blanc à l'époque. On va pas refaire toute l'histoire, juste parce que c'est très long, forcément, il y a beaucoup de choses à dire sur Independiente Santa Fe. Je vais juste pointer 2 choses importantes sur ceux que l'on appelle les Cardenales, parce qu'ils jouent en rouge et blanc, parce que leur maillot rouge avec les manches blanches a fait penser à certains aux cardinaux, aux tenues des cardinaux. C'est pour ça que c'est de là qu'ils tiennent leur surnom. Sachez d'ailleurs que leur couleur de maillot et le maillot qu'ils portent serait lié, il y a plusieurs histoires, c'est toujours un peu le cas en Amérique du Sud, serait lié au fait que l'un de leurs fondateurs était supporter d'Arsenal, tout simplement. D'ailleurs, cette couleur arrive en 1942. Bref, sachez que Independiente Santa Fe est le premier champion de l'histoire du football professionnel colombien. Vous le voyez, en 1948, le premier championnat colombien, le premier championnat professionnel colombien. Champion en 1948. Ça arrive assez tardivement, c'est un des derniers championnats à devenir professionnel. Il n'y a que le Pérou, le Venezuela et l'Équateur qui vont être plus récents en termes de professionnalisation, puisque le Pérou c'est 51, Venezuela et l'Équateur c'est 57. Bref, le premier Classico bogotano, donc ce premier duel entre Santa Fe et Millonarios, arrive en 1948 en termes de football professionnel. Il est remporté 5-3 d'ailleurs par Santa Fe. Bonjour à la Chicha de Sergio et à plus tard Nostromo, merci d'être passé. 1948, premier titre, et c'est une période charnière puisqu'elle précède ce que l'on va appeler en Colombie la période de El Dorado, qui est la première grosse période du rival, donc Millonarios. Millonarios, lui, est né en 1937, pareil, groupe d'étudiants qui a créé le club. Le club n'avait pas ce nom, à l'origine, il s'appelait Unión Juventud, puis après Unión Bogotá, puis Deportivo Municipal, et en fait, il est devenu Millonarios un petit peu plus tard, 7 ans plus... 46, à peu près, en 46, ouais,
Sachant que dans quelques années auparavant, c'est un club qui avait déjà la tradition d'attirer des joueurs étrangers et notamment de les payer assez cher, de payer notamment des Argentins de manière assez chère, ce qui fait qu'un journaliste du journal El Tiempo avait dit que c'était une équipe de millionnaires, un petit peu comme on avait fait avec River Plate dans les années 30 quand ils faisaient les premiers gros transferts. Donc on les a surnommés Los Millonarios, les millionnaires, et ils ont choisi en 1946 eh bien, de s'appeler Club Deportivo Los Millonarios. L'équipe, vous le voyez, dispute ce premier championnat de 1948, et donc, avec dans ses rangs, 8 étrangers. Et ce culte, cette tradition d'avoir les étrangers, un petit peu comme on pourrait dire de l'América au Mexique, d'attirer, entre guillemets, d'essayer d'attirer les meilleurs étrangers, elle va se renforcer dès l'année suivante parce que la Ligue professionnelle colombienne se fâche avec sa fédération, il y a un vrai conflit entre les deux, et il y a un tel conflit que le football colombien va se retrouver exclu par la FIFA, il va être désaffilié. Donc, il sort du giron de la FIFA, et pendant ce temps-là, très au sud, en Argentine notamment, c'est aussi le cas en Uruguay, mais en Argentine, les footballeurs argentins sont en grève, ils luttent contre le gouvernement de Perón. Et comme la Colombie est sortie de la FIFA, eh bien, elle peut s'amuser à attirer les joueurs argentins qui, eux, peuvent y aller y jouer, puisqu'ils ne jouent pas dans une ligue liée à une compétition, on va pas dire sous l'égide de la FIFA, mais vous voyez ce que je veux dire, dont la fédération est chapeautée par la FIFA. Et donc, les clubs colombiens ne payent aucun transfert, ce qui fait qu'ils peuvent encore plus payer les joueurs. Et deux, les joueurs peuvent se balader. C'est ainsi que du côté de Millonarios, on va voir arriver Adolfo Pedernera, qui est une légende de la Máquina de River, avec notamment Alfredo Di Stefano. Et ça va être le début de ce que l'on appelle le Ballet Azul. Millonarios va absolument écraser le championnat de 1949, de 1951, de 52, de 53, va être l'un des premiers à aller faire une tournée européenne, ce qui va lui donner son surnom. Le surnom de Millonarios, ce sont les ambassadeurs, los embajadores, pardon, et ils vont par exemple battre le Real. C'est une histoire que vous pouvez retrouver dans le Hello Mag numéro 9. Ils remportent la deuxième édition de la Pequeña Copa del Mundo, je vous en avais parlé sur le site, c'est l'ancêtre de la Coupe intercontinentale et donc de la Coupe du Monde des clubs qui avait été créée au Venezuela. Bref, c'est une équipe qui ravage absolument tout le monde à ce moment-là. Et cette histoire de domination, vous voyez, je vous ai dit, titre 49, 51, 52, 53, ça s'arrête l'année d'après. Parce que la Colombie revient sous le giron de la FIFA, et la FIFA lui dit, bon maintenant vous arrêtez, vous libérez les joueurs. C'est ce qu'on appelle le pacte de Lima, rien à voir avec les ententes entre la Colombie et le Pérou lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, rien à voir, non, le pacte de Lima, c'est dire, bah on arrête d'attirer les joueurs argentins qui sont en grève, et on va revenir aux traditions, on va revenir sous le giron de la FIFA. Alors, sachez, dernière petite anecdote historique, vous le voyez, Santa Fe joue en rouge et blanc, Millonarios joue en bleu, les couleurs bleues ont un lien avec un autre club, c'est pareil, selon la légende, c'est que son entraîneur de 1939, Fernando Paternoster, était fan de Tigre. Tigre, le club argentin, oui, il y a des gens qui sont fans de Tigre, et Tigre joue en bleu, d'où les couleurs bleues de Millonarios. C'est une des légendes. Bref, je le disais, on a affaire à deux historiques. Millonarios est le deuxième club le plus titré du pays sur le plan national avec 16 titres. Santa Fe en a 9. Santa Fe est le seul, cependant, avec l'Atlético Nacional et Once Caldas à avoir gagné une compétition continentale. C'était l'absolument horrible Sudamericana 2015. J'exclus les compétitions Merconorte et compagnie que Millonarios a gagné, qui n'existent plus. Et donc, je vous le disais, c'est l'épisode 337, donc forcément très très riche en histoire. Sachez que le record de buts lors d'un match date de 23 février 1992, victoire 7-3 de Santa Fe, d'un match pour lequel Millonarios était favori. Je vous ai fait un petit bilan comptable statistique sur le derby de Melbourne. Je vais en faire de même. Forcément, les chiffres ne sont pas les mêmes entre Millonarios et Santa Fe. Sachez que au total de ces 336 premiers épisodes, 130 victoires pour Millonarios, 91 pour Santa Fe et donc 115 matchs nuls. Il y a un gros déséquilibre en faveur de Millonarios. D'ailleurs, Millonarios a remporté 4 des 5 derniers Classico Bogotano ou Classico Capitalino. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin pour ce match-là. Et là, pour le coup, eh bien, il va falloir aller chercher des plateformes de streaming pas très légales parce que c'est le seul moyen. À une époque, le football colombien était sur Fanatiz et j'ai la sensation qu'il n'y est plus, je ne le vois plus. Bref, c'est donc la deuxième affiche, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30
du matin, ce match-là entre Santa Fe et Millonarios Classico Bogotano, épisode 337. On passe au troisième match et on va aller un petit peu plus au nord. On va donc, oui, vous le voyez, aller au Mexique pour ce dernier match de Dans la Lucarne. Et on va rester dans la nuit de samedi à dimanche et il sera cette fois-ci 4 heures du matin pour ce match-là entre Tigres et donc Pachuca. On va parler dans un instant de ce match-là. Je vous vois venir, mais comment dirais-je, les plus fervents suiveurs du football mexicain vont me dire « Oui, mais c'est pas un classico du tout et tout. » Bah, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans un instant. On va faire quand même, avant, comme tout à l'heure, on va faire un petit point quand même sur le championnat mexicain, pour vous rappeler comment ça fonctionne aussi. Là aussi, il y a 2 tournois par saison, Apertura et Clausura. Il y a 18 équipes dans une ligue qui est fermée au Mexique. Il n'y a donc pas de relégation. On n'est pas en Argentine, mais pas loin. Il y a donc 17 matchs à jouer dans ce qu'on va appeler la phase régulière. Et ensuite, à l'issue de cette phase régulière, les 6 premières équipes se qualifient directement pour les playoffs que l'on appelle la Liguilla. Là, ça se complique un petit peu pour les 4 suivants. Alors, on va essayer d'être clair, parce que du 7e au 10e, il y a une sorte de barrage. Le 7e affronte le 8e, le 9e affronte le 10e. Le vainqueur du match entre le 7e, le perdant du match opposant le 7e au 8e, va ensuite gagner une deuxième chance, celle d'affronter le vainqueur du match opposant le 9e au 10e. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et ensuite, ces 2 équipes-là sont qualifiées. Donc, en gros, le 7e affronte le 8e, le vainqueur est qualifié pour la Liguilla, le perdant joue contre le vainqueur de 9 contre 10, et à l'issue de ce match-là, le vainqueur est la dernière équipe qualifiée pour la Liguilla. C'est compliqué, c'est normal, c'est le Mexique. Bref, ensuite, on entre dans ce qu'on appelle des playoffs classiques, avec le premier qui affronte la plus mauvaise équipe, donc le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, suivant qui s'est qualifié. Enfin, le plus bas de ceux qui se sont qualifiés, et ainsi de suite, hein, vous en avez l'habitude. Le classement a quand même son importance, parce que les matchs de playoffs se jouent en match aller-retour, mais le but à l'extérieur ne compte pas, et en cas d'égalité à l'issue des 2 matchs, donc d'égalité en termes de nombre de buts, d'égalité, le qualifié est le mieux classé à l'issue de la phase régulière. Ça arrive assez fréquemment, hein, pour tout vous dire. Bref, alors, on en est où dans ce championnat? Je vais vous montrer un classement parce que Red le Rouge était impatient. Le classement, le voici à l'issue de 13 des 17 journées disputées. Cruz Azul se promène en tête, Tigres est 5e, est encore pour l'instant dans le bon wagon, tranquillement, enfin tranquille, il va pas falloir perdre trop de temps parce que l'avance sur le 7e, c'est ça qu'il faut regarder, hein, si vous voulez vous qualifier directement, vous finir dans le top 6, commence à fondre un petit peu, alors que pour Pachuca, c'est encore plus compliqué, vous le voyez, il faut descendre très très loin, ils sont à la ramasse, effectivement, ils sont 15e, il reste 12 points à prendre, ils en ont 8 de retard, on va dire que c'est quand même un petit peu compliqué, sauf un probable remontada. Alors on va revenir. Ça, c'est le point sur le classement. On va revenir un petit peu quand même sur ce match entre Tigres et Pachuca et pourquoi il faut suivre ce match-là. Tout simplement, alors, on va pas refaire toute l'histoire de ces 2 clubs, on va quand même un petit peu planter le décor sur ces 2 clubs-là, parce que Pachuca n'est pas un club comme les autres. Certains le savent, hein, parce que certains sont des habitués du foot mexicain, ceux qui sont présents dans le chat ou ceux qui nous écouteront. Pachuca est connu pour être un petit peu l'école, le centre de formation. Bon, les Chivas aimeraient bien faire ça, mais Pachuca est connu, hein, pour sa politique de formation de jeunes. D'ailleurs, sachez que même André-Pierre Gignac a vanté les mérites de Pachuca. Mais en plus d'être un club formateur, surtout Pachuca, c'est le doyen du football mexicain, créé en 1892 par des mineurs anglais qui étaient venus s'installer dans la région. Il y a l'économie de la région était longtemps basée sur les mines d'argent. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne le surnom au club, à Pachuca. On les surnomme les Los Tuzos. C'est un petit rongeur en fait qui vit sous terre. Voilà, c'est un hommage aux mineurs, tout simplement. Donc, Pachuca est l'un des premiers fondateurs de la Ligue mexicaine en 1902, la première Ligue mexicaine, la Liga Mexicana de Football. Amateur, forcément. C'est le doyen, c'est le premier club à arriver. Pour ceux qui se demandent pour Tigres, on arrive bien plus tard. On arrive dans les années 60 au sein de l'Universidad Autónoma de Nuevo León, ou ANL, c'est ce que vous voyez sur ce fameux logo. D'ailleurs, c'est assez rigolo, hein, parce que le surnom de Tigres est le surnom de toutes les équipes sportives de l'université, hein, tout simplement. C'est pareil aux Pumas à l'UNAM, par exemple. Bref, Tigres, qui est l'animal choisi pour tous les clubs sportifs de l'université, représentant l'université, c'est passé à un rien d'être complètement autre chose, parce que le club a été fondé un petit peu dans la
comment dirais-je, dans la suite, en absorbant un club local qui s'appelait le Deportivo Nuevo León et dont le surnom était Los Rabatos. Los Rabatos, ce sont les sangliers. Donc il aurait pu s'appeler les sangliers. Et quand l'université, dans les années 40, a créé sa section football américain, sa première grosse section sportive, plusieurs surnoms ont été proposés, et notamment les ours. Ça aurait pu être les ours. Ça n'a pas été retenu. Et donc, au départ, ils se sont appelés Los Cachorros. Los Cachorros, ce sont les chiots. Comment ils sont devenus Tigres? L'équipe de foot US, c'est qu'une fois, ils ont battu une autre équipe de Monterrey, et un journaliste local a dit que les chiots étaient devenus de vrais tigres. Et donc, ils ont fini par choisir ce surnom. Et donc, vous voyez que l'équipe de Gignac aurait pu s'appeler les sangliers, le chiot, l'ours, et donc est devenu tigre en 1947 pour la section football américain. Et donc, forcément, plus tard pour toutes les autres sections. Dernière petite anecdote amusante, sachez que l'équipe de foot US existe toujours au sein de l'université et elle a changé un tout petit peu son nom. Autrefois, elle s'appelait Tigres de la UANL, comme l'équipe de foot. Et justement, quand l'équipe professionnelle de foot est arrivée, il y a eu un petit mouvement, on va pas dire de révolte, mais en tout cas de rappel aux origines. L'équipe de foot US s'appelle maintenant Los Auténticos Tigres parce que ils estiment que ce sont eux les seuls à représenter véritablement l'université, puisque des joueurs universitaires évoluant dans cette équipe de foot US, justement pour se démarquer du Tigres professionnel où il n'y a pas de joueurs de l'université forcément. Dernière petite anecdote, sachez qu'en 2002, Tigres a eu une équipe filiale qui s'appelait Los Cachorros en termes de football. Donc voilà, les surnoms sont quand même pas très loin, mais bon, c'est quand même mieux de s'appeler Tigres peut-être que les Cachorros, les chiots ou les sangliers. Bref, voilà. André-Pierre Gignac est passé pas très loin de jouer pour les chiots de la UANL. Voilà, bref. Bon, on va pas donc refaire l'histoire parce que vous avez compris, on y passerait des heures. Mais pourquoi j'ai choisi ce match-là? Il permet de poser une question, en fait. Est-ce que l'on ne serait pas là face à la plus grande rivalité moderne ou peut-être la deuxième la plus grande en considérant que la plus grande serait le duel entre Tigres et l'América? Pour expliquer cela, il faut poser un petit peu une façon de lire le championnat mexicain qui est une façon très mexicaine. On en avait parlé dans un podcast Bola Latina, pareil, je mettrai les liens dans la description sur le replay. Au Mexique, il y a la culture de la lucha libre et il y a des éléments culturels pour définir ce que sont les grandes équipes du championnat mexicain. En Europe, ou comme un petit peu partout, les grands se sont basés essentiellement sur des résultats sportifs. C'est-à-dire que ceux qui ont tout ravagé ont forcément attiré les masses et donc sont devenus les grands du pays. Au Mexique, c'est pas aussi simple. Il y a un élément culturel qui vient se greffer là-dessus. Et cet élément culturel s'est emprunté beaucoup à la culture de la lucha libre, c'est-à-dire que chacun doit jouer un rôle. Ainsi, par exemple, vous avez l'América qui a été cité par Red le Rouge. L'América, c'est le grand méchant. C'est le méchant du film. Et c'est le méchant qui l'assume. L'América assume totalement d'être le grand méchant, de jouer le rôle du grand méchant. Donc c'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont la télé, c'est ceux qui attirent normalement les joueurs les plus chers. C'est ceux que absolument tout le monde déteste, concrètement. Donc il y a ce rôle-là à jouer. Tigres et Pachuca ne jouent aucun de ces deux rôles, n'ont pas trouvé cette place-là. Et donc je le disais, l'América c'est le méchant. Chivas a longtemps été considéré comme étant le gentil, le club des Mexicains. Les Pumas, par exemple, sont le club des intellos, puisque l'université de l'UNAM. Mais si on regarde purement sportif depuis l'entrée dans le 21e siècle, ce sont deux des clubs les plus titrés depuis donc 24 ans. L'América a décroché 7 titres depuis 2000, juste derrière, Pachuca et Tigres en ont décroché 6. Ce sont les deuxièmes clubs les plus titrés derrière l'América en termes de titres nationaux. Mais il y a aussi un autre point. Tigres a gagné une Conca Champions, la Ligue des champions de la CONCACAF, ça vous l'avez forcément suivi. Mais Pachuca en a gagné 6 sur cette période, ce qui est absolument énorme. Et en plus, Pachuca a décroché la Copa Sudamericana. Pachuca est le seul club mexicain à avoir gagné une compétition d'Amérique du Sud. L'América a fait des finales, mais Pachuca est le seul à l'avoir gagné. Là, ici, c'est la Conca Champions 2017 que vous voyez. Ils avaient battu le fameux Colo-Colo d'Arturo Vidal et d'Alexis Sanchez. Sachez que ces deux équipes-là se sont déjà affrontés sur des finales, deux fois en finale de championnat. 2 fois Pachuca s'est imposé, c'était en 2001 et en 2003, et ils se sont affrontés, c'est cette photo-là, en 2017 en finale de Conca Champions. Pachuca encore qui s'était imposé à l'époque. Dans cette équipe-là, il y avait notamment un certain Chucky Lozano. Donc on est vraiment dans deux équipes qui sont dans le top en termes de titres.
Si on regardait sur le plan sportif, on se poserait la question de savoir si on ne devrait pas les inclure maintenant du côté des géants. La question se pose aussi, par exemple, pour un club comme Toluca, mais ça, c'est un autre débat. Je vous renvoie vers ce podcast, je mettrai le lien. Mais on est donc face à ce que l'on peut appeler des géants du 21e siècle au Mexique. Est-ce que ça évoluera un jour? Est-ce qu'on les fera entrer dans ce club des grandes? Ils sont les cuatro grandes du football mexicain. Est-ce qu'on ira jusqu'à 6? Est-ce qu'on ira jusqu'à 7? C'est tout compliqué. Mais je ne sais pas si on ira jusque-là. Bref, Tigres Pachuca, c'est donc ce que l'on peut appeler une sorte de classico moderne avec le Tigres América. C'est un match absolument immanquable. Et puis, on va pas se mentir, quand André-Pierre Gignac donne rendez-vous à Salomon Rondon, on a forcément envie d'aller voir ça, même si, je le disais, du point de vue des résultats, c'est un peu plus compliqué pour Pachuca qui va pas jouer forcément grand-chose sur ce tournoi. C'est un peu habituel, hein, Pachuca, c'est des cycles, c'est un club formateur, donc on envoie des jeunes, on galère pendant une saison, quelques tournois, et ensuite on reprend un titre. Hein. C'est généralement comme ça que fonctionne Pachuca. Mais sachez que ça chauffe quand même pour Tigres, parce que, et surtout pour son entraîneur Paunovic, ancien des Chivas, parce que Tigres a pris une rouste lors du Classico Regio, le match face aux Rayados de Monterrey, 4-2, et ils sont tombés aussi contre Mazatlán. Je vous remets une dernière fois le classement et vous voyez que Tigres est 5e parce que reste sur 2 défaites. Et donc, du côté de Pachuca, c'est pas foufou, 15e, 4 matchs sans victoire. Mais je le disais, l'important dans ce duel, c'est le fait qu'on va pouvoir voir André-Pierre Gignac affronter Salomon Rondon. Rendez-vous du match dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin. Alors là, c'est encore plus compliqué pour regarder. Enfin, encore plus compliqué. Non, c'est des plateformes de streaming illégales, forcément, parce que ça n'est pas diffusé en France. Ce n'est pas diffusé par aucune plateforme, entre guillemets, officielle. Je vous résume donc les 3 rendez-vous. Samedi 10h35, le derby de Melbourne entre le Melbourne Victory et le Melbourne City qui accueille Melbourne Victory. Dans la nuit de samedi à dimanche, 2h30, le Classico bogotano entre Independiente Santa Fe et Millonarios. Et à 4h, donc, Tigres Pachuca. On en reste là pour ce 2e épisode de Dans la Lucarne. Merci à ceux qui sont passés dans le chat. N'hésitez pas à suivre sur les différentes chaînes de LOTV, suivre sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Merci à ceux qui vont écoutez cette émission en replay. On se retrouve probablement dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, pour un peu de MLS. Certainement lundi prochain à 22h pour un nouvel épisode de Lucarne américaine. D'ici là, bon match à tous. Vous en avez déjà 3 qui ont été choisis. Bon match à tous, bon week-end à tous. Et à très très vite sur LOTV. Bon après-midi, bon week-end. Salut tout le monde.